Violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis et certains pays européens exhortent le Rwanda et le M23 à cesser immédiatement leur offensive. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué conjoint rendu public mardi soir. Le CGI appelle par ailleurs le FDR à se retirer de l'est de la RDC. En République démocratique du Congo, le gouvernement interdit l'usage des escortes, sirènes, gyrophares et feux multicolores sur l'ensemble du territoire national. La mesure s'applique non seulement aux particuliers mais également aux officiers. L'objectif est de restaurer l'ordre public et de mettre fin aux abus observés ces dernières années dans la circulation routière. Au Maroc, 22 personnes sont mortes dans l'effondrement de 2 immeubles à Fès, selon un bilan provisoire. Les faits se sont produits dans le quartier Al-Moustakbal, situé dans la zone d'Al-Masira. Selon les autorités locales, le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Les gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, du Danemark, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, en tant que membres du groupe des contacts international pour les Grands Lacs, ICG, se sont exprimés sur l'escalade alarmante dans l'est du pays. Ils exhortent le Rwanda et le M23 à cesser immédiatement leur offensive. Dans leur communiqué conjoint, le CGI exprime sa profonde inquiétude face à la reprise de la violence dans l'est de la RDC et à la nouvelle offensive du M23 soutenue par le Rwanda autour d'Uvira au sud Kivu près du Burundi qui présente un potentiel déstabilisant pour toute la région. L'ICG exprime une inquiétude particulière face à l'utilisation accrue des drones d'attaque et suicides dans les conflits. Cela représente une escalade significative des combats et représente un risque aigu pour la population civile. L'ICG exhorte les M23 et les forces de défense rwandaises à cesser immédiatement leur opération offensive dans l'est de la RDC, en particulier au sud Kivu, et appelle les FDR à se retirer de l'est de la RDC et au M23 à reprendre leur position et à respecter ses engagements de la déclaration des principes signée à Doha le 19 juillet 2025. L'ICG appelle toutes les parties à honorer leurs obligations de protection des civils, à respecter la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris le plein respect de l'intégrité territoriale, à respecter leurs engagements en vertu des accords de Washington du 4 décembre 2025 et à désarmer immédiatement la situation. Ils exhortent toutes les parties à éviter des discours et des actions escaladateurs ou provocateurs qui mettent gravement en danger les populations civiles et risquent de saper de façon irrémédiable les progrès significatifs réalisés avec l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre 2025 par le gouvernement de la RDC et le M23. L'ICG appelle en outre tous les acteurs concernés à se réengager d'urgence et sans équivoque dans le cessez-le-feu et à garantir un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave afin que l'aide critique puisse parvenir à ceux qui en ont le besoin. La signature de l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et les Rwanda, on en parle encore. Il a été présenté comme un tournant historique dans la quête de la paix dans la région des Grands Lacs, salué par la communauté internationale et qualifié de fenêtre d'espoir pour les populations meurtries. Cet accord suscite pourtant une interrogation majeure. S'agit-il d'un véritable accord de paix ou d'une trêve stratégique aux allures de guerre silencieuse, surtout avec la dégradation de la situation sécuritaire humanitaire dans l'est du pays? Jean-David Kilolo signe ces dossiers. Signé sous la médiation des États-Unis d'Amérique,
L'accord a visé officiellement la désescalade des tensions militaires entre Kinshasa et Kigali, la cessation des soutiens présumés au groupe rebelle et la relance de la coopération sécuritaire. Sous le papier, les engagements sont clairs. Respect de l'intégrité territoriale, fin des hostilités et mécanismes conjoints de vérification. Mais dans la réalité du terrain, l'Est de la République démocratique du Congo reste marqué par la présence persistante de groupes armés, notamment l'AFC M23. Les affrontements, déplacements massifs des populations et exactions contre les civils continuent, sémant le doute sur la portée réelle de cet accord. Pour le gouvernement congolais, cet accord représente une victoire diplomatique dans sa volonté d'internationaliser la crise sécuritaire et d'impliquer les grandes puissances dans la recherche des solutions durables. Le Rwanda, de son côté, y voit une opportunité de redorer son image sur la scène internationale, longtemps terni par les accusations de soutien aux rebelles du M23. Cependant, au sein de la population congolaise, le scepticisme demeure. Pour beaucoup d'habitants de Goma, Beni, Bunia et de partout en République démocratique du Congo, la paix ne se mesure pas aux signatures, mais au silence des armes. Tant que les armes crépitent, l'accord de Washington reste dans l'esprit collectif un texte lointain, voire abstrait. La crise dans l'Est de la RDC ne se limite pas à un conflit bilatéral entre les deux États. Elle est nourrie par des enjeux géopolitiques complexes. Contrôle des ressources minières stratégiques, rivalité d'influence dans la région des Grands Lacs et faiblesse structurelle des forces de sécurité congolaises. Dans ce contexte, l'accord de Washington apparaît moins comme une solution définitive que comme un arrangement diplomatique temporaire. Les groupes armés locaux, souvent instrumentalisés par les intérêts extérieurs, ne sont pas directement partie prenante à cet accord, ce qui fragilise sa mise en œuvre. La question fondamentale demeure. Cet accord met-il fin à la guerre ou en redéfinit-il simplement les formes? Pour certains analystes, il s'agit d'une guerre à basse intensité, déplacée du champ militaire vers les terrains diplomatiques, économiques ou informationnel. La multiplication des accords dans la région, souvent suivie des reprises des violences, alimente la méfiance. L'histoire récente de la région montre que des engagements sans mécanisme de contrainte efficace restent vulnérables aux trahisons et aux jeux d'intérêt. L'avenir de cet accord dépendra moins des discours officiels que de sa traduction concrète. Retrait effectif de groupes armés, retour sécurisé des déplacés, restauration de l'autorité de l'État et justice pour les victimes. Sans ces conditions, l'accord de Washington risque de rejoindre la longue liste des accords signés, mais jamais totalement appliqués, transformant la promesse de paix en une illusion douloureuse pour les populations de l'Est. L'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda se présente comme un accord de paix dans sa forme, mais dans la réalité sécuritaire de l'Est congolais, il ressemble davantage à une paix sous conditions, fragile et incertaine. Entre espoir diplomatique et méfiance populaire, il oscille dangereusement entre la paix annoncée et la guerre différée. Toujours dans l'est du pays, au Nord Kivu cette fois-ci, les différentes couches sociales réitèrent leur engagement à développer leur province. C'était à l'issue du forum de recevabilité organisé à Beni en vue de la promotion de la démocratie participative et de la transparence dans l'utilisation des fonds publics. Beni, capitale provisoire de la province du Nord Kivu, a abrité ce mardi 9 décembre le forum provincial sur la redevabilité et le financement des projets de la province. L'initiative du gouvernement provincial en vue de promouvoir la gouvernance participative, la redevabilité et la transparence dans l'utilisation des fonds publics et de mobiliser les ressources financières indispensables pour le développement du Nord Kivu, ce dernier qui constitue l'un des 3 piliers de la gouvernance du général-major Somonkakule Evariste, gouverneur du Nord Kivu. Parmi les projets phares du gouvernement provincial en cours d'exécution figurent la construction des 2 aéroports et de plus de 100 ponts, la modernisation des voiries urbaines et la réhabilitation des routes d'interconnexion provinciale, mais aussi des routes de dessertes agricoles. Ils sont exécutés par les entreprises locales, avec comme conséquence secondaire la création de plusieurs centaines d'emplois
pour les filles et fils du Nord Kivu. Nous sommes contraints d'améliorer les travaux que nous sommes en train de faire et d'être toujours près de la province pour participer au développement. Notre meilleur partenaire, c'est le gouvernement provincial du Nord Kivu. C'est très important parce qu'il fallait évaluer les travaux et présenter à la population ce que nous faisons, l'impact positif de ces travaux. Tous ces projets sont financés exclusivement par le gouvernement provincial du Nord Kivu avec des taxes légales et conventionnelles dans le cadre du partenariat public-privé. Il n'y a pas de taxes qui ont été créées. Moins encore des taxes imposées sur les agriculteurs. Non. Donc c'est une contribution des opérateurs économiques pour soutenir notre pays comme des bons patriotes. Face aux défis de financement liés notamment à l'insécurité et à la guerre qui déchirent le Nord Kivu, les députés provinciaux plaident pour un appui de Kinshasa afin de permettre au gouvernement provincial de matérialiser ces projets qui sont à l'intérêt des populations congolaises en général et celles du Nord Kivu en particulier. Le forum du jour s'est achevé par le lancement des travaux de bétonnage de l'avenue Enoch Nyamwisi au quartier Boykene, un autre projet du gouvernement provincial du Nord Kivu. Je l'ai annoncé au sommaire, en bref et en image. En RDC, le gouvernement a interdit l'usage des escortes, sirènes, gyrophares et feux multicolores sur l'ensemble du territoire national. La mesure s'applique non seulement aux particuliers, mais également aux officiels pourtant habilités à bénéficier de ces dispositifs. Selon Jacquemin Chabani, il est désormais strictement défendu à toute personne, y compris les autorités dotées d'un droit d'escorte, d'utiliser ces équipements jusqu'à nouvel ordre. L'objectif, souligne-t-il, est de restaurer l'ordre public et de mettre fin aux abus observés ces dernières années dans la circulation. Tout à fait autre chose à présent. 8 mois impayés. Le collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo ont tenu un sit-in hier mardi devant le ministère des Finances. D'après leur dire, ils ont été bloqués à l'entrée par la police des gardes, subissant humiliation et bousculade. Ils dénoncent une situation inaccessible et inacceptable. Collectif de députés provinciaux de la République démocratique du Congo, réunis ici au cabinet du ministre des Finances pour revendiquer nos arriérés de salaire. Malheureusement, nous avons été bloqués à l'entrée par la police des gardes, subissant humiliation et bousculade. Nous exprimons nos profonds regrets face à cette situation inacceptable et demandons l'intervention immédiate du chef de l'État, garant des bons fonctionnements des institutions politiques comme administratives. Il est crucial que le ministre des Finances nous reçoive non seulement pour écouter nos revendications, mais aussi pour procéder au paiement de nos droits sans condition. En tant que représentants d'une population qui nous fait confiance, nous avons la responsabilité de soutenir nos bases respectives, surtout à cette période de festivité. Nous vous interrogeons sur la conduite à tenir dans cette circonstance. 8 mois impayés. Nous appelons à une résolution rapide et juste de cette situation. Nous restons déterminés à faire entendre notre voix et à défendre nos droits. D'une actualité à une autre, le Maniema dispose désormais d'un annuaire alphanumérique des agents publics, un outil essentiel remis officiellement pour améliorer la gestion des effectifs, la planification des ressources humaines et la transparence administrative. C'est une dotation du ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou qui était à Kindu hier mardi. C'est un pas de plus vers une administration publique assainie, performante et au service du citoyen. À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le gouvernement congolais vient d'officialiser la publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents publics de l'État. Nous avons été chargés par son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de vous transmettre l'annuaire alphabétique pour la province du Maniema. Une étape cruciale dans la stratégie de maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Présidée par les directeurs du cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, cette cérémonie s'inscrit dans la droite ligne de la réforme administrative portée par Jean-Pierre Liaou sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La publication des annuaires alphabétiques et numériques lancés à Kinshasa, au Congo central, au Kwilu, à la Lomami, à Kisangani,
au Kasaï central et oriental, il y a quelques mois, et celle des Kindu que nous publions ce jour marque une nouvelle ère, celle de la transparence, de la traçabilité, de la maîtrise des effectifs fondée sur des outils modernes et sécurisés. Avec ces nouveaux outils numériques, l'État entend mettre fin aux irrégularités, matricules fictifs, doublons, agents fantômes ou cumulars. Aujourd'hui, c'est la première fois que les Maniema bénéficient d'un répertoire numérique qui reprend le nombre des agents de l'État qui prestent dans l'administration provinciale et adaptés à la technologie moderne. Le flambeau de la réforme administrative s'allume à Kindu, symbole fort et l'ancrage de l'État dans la rigueur, l'efficacité et la justice administrative à l'échelle nationale. C'est un document qui va beaucoup nous aider, nous surtout qui sommes en province, parce qu'on ne savait pas les agents comme ça, mais au moins avec ça, nous avons l'annuaire, nous savons certains agents qui travaillent, ça figure et ça va nous éviter de beaucoup de problèmes. L'actualité en dehors de nos frontières prend la direction du Maroc où 22 personnes sont mortes dans l'effondrement des 2 immeubles à Fès. Selon un bilan encore provisoire, les faits se sont produits dans le quartier Al-Moustakbal, situé dans la zone d'Al-Masira. Selon les autorités locales, le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures alors que les blessés ont été évacués vers le centre hospitalier universitaire de Fès. En culture, et avant le rappel des titres, le documentaire Les mines des sangs, réalisé par Omerta, plongeant au cœur des causes profondes de la guerre en République démocratique du Congo, a été présenté hier mardi à l'Université pédagogique nationale devant de nombreux étudiants. Il dévoile à travers des images et témoignages authentiques la réalité brutale des zones en conflit et les enjeux stratégiques liés aux minerais au pays. République démocratique du Congo, les mines des sangs. C'est l'intitulé du documentaire publié par Omerta, une séquence qui relate les causes profondes de l'instabilité, de la violence et de la guerre en RDC. De Kinshasa à Lubumbashi, passant par les Lualaba jusqu'en Ituri, les réalisateurs ont pondu cette œuvre avec des images et témoignages authentiques afin de dévoiler au monde la vérité. Devant les étudiants, cette fois-ci de l'Université pédagogique nationale, le documentaire révèle la vraie réalité des zones en guerre. Parmi les orateurs, Freddy Mulumba, l'une des personnes ayant pris part activement à la réalisation de ces documentaires. Marius Mpoi, chef des travaux de l'UPEN, n'a pas caché sa satisfaction. C'est une prise de conscience dans la logique où nous avons vu qu'un Camerounais du nom de Charles Onana, qui prend à cœur l'affaire de la RDC. Et il écrit, il publie, il fait des émissions, il fait des interventions sur le Congo, alors que l'affaire du Congo doit être un combat de nous Congolais en premier lieu. Les étrangers comme Charles Onana qui viennent, n'est-ce pas, nous accompagner, devaient être en appui. Mais le combat de la libération de la République démocratique du Congo devrait et doit être notre affaire. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, nous devons organiser une conférence pour conscientiser l'élite congolaise. Parce que nous pensons que la libération de la République démocratique du Congo partira de cette élite congolaise, comme ça a été le cas en 1960. Un documentaire indispensable pour mieux comprendre ce qui se joue derrière les minerais de la RDC. Les initiateurs comptent faire les tours des universités afin de sensibiliser la jeunesse congolaise de s'approprier de ces documentaires. Place au rappel des titres avant la revue de presse, mesdames, messieurs. Violence dans l'est de la RDC, les États-Unis et certains pays européens exhortent le Rwanda et le M23 à cesser immédiatement leur offensive. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué conjoint rendu public mardi soir. Le CGI appelle par ailleurs les FDR à se retirer de l'est de la RDC. En République démocratique du Congo, le gouvernement interdit l'usage des escortes, sirènes, gyrophares et feux multicolores sur l'ensemble du territoire national. La mesure s'applique non seulement aux particuliers, mais également aux officiels.
Au Maroc, 22 personnes sont mortes dans l'effondrement des 2 immeubles à Fès. Selon un bilan provisoire, les faits se sont produits dans le quartier Al-Moustakbal, situé dans la zone d'Al-Masira. Selon les autorités locales, le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures. On passe à la deuxième partie de ce journal, mesdames, messieurs. Et comme tout le mercredi, Nathan Diamouti me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour Nathan et bienvenue. Bonjour Héritier, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. À la une de la presse, ce mercredi, tension à Uvira, l'armée rassure la population quant à l'effectivité de son contrôle sur la ville. Exactement, Héritier Tombois, d'après les dernières informations ce matin, nous rapporte la presse en ligne depêche.cd. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment d'avoir rétabli les calmes ce mercredi 10 décembre dans la ville d'Uvira, au sud Kivu, après plusieurs rumeurs des menaces sécuritaires relayées sur les réseaux sociaux. Selon l'armée, la situation est, je cite, totalement sous contrôle dans cette partie de l'Est du pays, régulièrement secouée par des vives tensions. Les volcans news.cd soulignent que l'armée congolaise a mis en garde contre le fauteur de troubles locaux, notamment les éléments incontrôlés appelés Wazalendo, accusés de se livrer à des actes de pillage, torture et tuerie des civils. D'après les autorités militaires, ces actions ne font que jouer les jeux de l'ennemi en déstabilisant davantage la région. Bien que le calme soit repris dans la ville d'Uvira, Héritier Tombois, depuis ce matin, l'ONU sonne l'alarme, c'est ce que nous informe Ouragan. Les bilans est lourd, Héritier Tombois. En moins d'une semaine, 74 civils tués et 83 blessés dans le sud Kivu. C'est le constat livré justement par les Nations Unies qui dénoncent en même temps une escalade inquiétante de violence dans l'est du pays. Entre le 2 et le 7 décembre dernier, les affrontements nourris d'armes lourdes ont ravagé plusieurs territoires du sud Kivu, notamment Uvira, Walungu, Mwenga, Chabunda, Kabare, Fizi et Kalehe, empêchant notamment l'évacuation de nombreux blessés. Alors, votre deuxième et dernier sujet, accord de Washington. À moins d'une semaine, le traité est déjà violé par le Rwanda. Exactement, Héritier Ntombois. Les propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, sont d'ailleurs repris à la une du journal Africa News qui écrit Muyaya, non seulement que le Rwanda viole délibérément l'accord, mais il vise à régionaliser les conflits, notamment en s'attaquant au Burundi. Le portail rapporte qu'à l'issue d'une rencontre cruciale tenue mardi sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa, rassemblant les figures clés du gouvernement en toile de fond, des préoccupations grandissantes sur la situation sur les terrains, plus précisément les corridors Kamanyola-Uvira dans le sud Kivu, où l'urgence humanitaire s'intensifie, exacerbée par les bombardements rwandais et ces provocations incessantes qu'elle accuse une nouvelle fois. Et Kinshasa, a exprimé des accusations sévères contre Kigali, qu'elle accuse une nouvelle fois de violer l'accord de paix signé le 4 décembre à Washington. Le potentiel, de son côté, pointe à sa une alerte internationale. Les USA et le GCI appellent à la cessation des hostilités au Nord Kivu. Les quotidiens renseignent, Héritier Ntombois, que composé des États-Unis, de la Belgique, du Danemark, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni sous présidence allemande. Le GCI appelle à un arrêt immédiat des hostilités et au respect des engagements de Doha et de Washington. Une alerte claire, précise ce même journal, dans un contexte où la situation humanitaire et sécuritaire pourrait se détériorer
encore davantage. Info 27 pour sa part souligne que les signataires appellent Kigali et le M23 à cesser toute opération offensive, à s'y conformer aux engagements de Doha et aux accords de Washington, et exhortent l'ensemble des acteurs à désamorcer une crise qui menace d'emporter le progrès fragile de ces derniers mois. Les quotidiens signalent également l'enjeu qui est désormais la préservation d'un espace humanitaire et d'un cessez-le-feu vacillant. Dans une tribune, publiée par la presse en ligne, Changement 7, en titrant RDC, Rwanda, Washington signe Sonny Mutombo, appelle à l'action. Un moment historique selon l'ancien candidat à la députation nationale dans le district de Tchangwisi à Kinshasa, Sonny Mutombo, qui exige désormais bien plus que des promesses sur le papier. À l'en croire, je cite Héritier Tombois, cet accord est une chance unique pour nos populations, déclare-t-il, mais une signature ne suffit pas. La paix s'est construite avec des actes concrets. Il ne suffit pas que ces engagements restent lettres mortes. Il poursuit en même temps que Washington a ouvert une porte. Il appartient à la République démocratique du Congo de la franchir pleinement. Nos partenaires doivent être mis en face à leurs responsabilités et nous devons montrer que nous sommes déterminés à faire respecter notre souveraineté et à défendre nos citoyens. Pour Sonny Mutombo, il n'y a pas de temps à perdre. Pour clore ce tour d'horizon, Héritier Tombois, le président de la République avait d'ailleurs, lors de son adresse à la nation, nous informe cette fois-ci la presse en ligne, Wise.cd, réaffirmé que l'accord de Washington ne concède aucune part des souverainetés, une mise au point essentielle alors que certains tentaient d'ailleurs d'en troubler les enjeux. L'adresse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dit sur l'état de la nation, comme estime Alain Kyungu Mushidi, acteur politique congolais et secrétaire général adjoint de l'UDPS Kibasa, a renforcé une orientation stratégique claire, c'est-à-dire souveraineté, vérité et fermeté. Elle s'inscrit en même temps dans la continuité des analyses développées autour de l'accord de Washington, en dissipant les spéculations et en récentrant la République démocratique du Congo au cœur du jeu régional. Merci beaucoup Nathan pour cette revue de presse et à tout à l'heure pour la suite de la journée. Merci, Héritier Tombois. Fin complète de ce journal. Merci à M. Joël Mabandi qui l'a suivi depuis les États-Unis d'Amérique. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRF en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de novembre est fixée au plus tard mercredi 10 décembre 2025. À cet effet, les contribuables, personnes morales et grandes personnes physiques relevant de la direction des impôts, les personnes physiques relevant des directions de recettes de Gombe, Limité, Ngalimanor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail e-djk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois.